Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Pour des êtres primitifs tels que nous, Alors, il y a un mystère autour du pot de yaourt. la vie semble n'avoir qu'un seul et unique but. Qu'est-ce qu'on fait du pot de yaourt après l'avoir mangé? Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. Gauthier Massy, bonsoir. Vous êtes le spécialiste français du pot de yaourt. Et moi? Un neurone, et vous êtes en vie. Bien séparer l'opercule, mais mettre le pot et son opercule sans laver le pot de yaourt. 2 neurones, vous bougez. Un gynécologue suspendu pour avoir refusé d'examiner une femme transgenre. Change pas de sujet, il me raconte pas d'histoire. Alors j'aime beaucoup les yaourts. Bon, on va arrêter le tir 2 minutes. Il m'arrive d'en manger plusieurs et après je les empile pour les jeter. C'est une erreur. J'ai dit stop. Nous sommes en guerre. Les pots de yaourt, oui, c'est devenu, paraît-il, chez certains, le sujet d'actualité. On va vous en parler, mais on va parler peut-être d'autres choses, peut-être un peu plus importantes que les pots de yaourt. Par exemple, ce qui se passe en Europe. Vous savez, l'Union européenne, et notre maîtresse à tous, Ursula von der Leyen, qui vient, de faire une nouvelle commission spéciale. Il y en a beaucoup déjà, mais le bouclier européen de la démocratie. Et oui, la démocratie était en danger, nous ne le savions pas, mais grâce à la Commission européenne, nous allons avoir un bouclier de la démocratie. On va en parler avec la députée européenne Virginie Geron. Qu'est-ce de quoi nous allons être et pourquoi nous allons être défendus et contre quoi, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, oui, la transmania a encore frappé. Effectivement, un médecin, un gynécologue, on lui a proposé de s'occuper d'un homme en transition pour devenir femme, et il a dit, écoutez, moi je m'occupe des femmes et pas des hommes. Eh bien, il a été interdit d'exercer pendant 2 mois, dont 1 mois avec sursis par l'ordre des médecins de Bordeaux. De quoi s'agit-il? On va en parler avec Marguerite Stern. Et puis évidemment, on va reparler bien sûr des pots de yaourt. On va reparler du racisme anti-blanc. Non, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de racisme anti-blanc. D'ailleurs, de quoi on parle? Il n'y a pas de racisme. Évidemment, ça n'existe pas. Et puis, nous allons parler de la protection, effectivement, pour le prochain salon de l'agriculture. La protection des politiques. Et après, ce sera la culture dans tous ses états. Et on va rendre hommage avec le journaliste Jacques Pessis à un très grand, qui n'a jamais été en mauvais termes avec les mots, Pierre Dac, bien sûr. Les Français parlent au français. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. L'Europe nous défend. Oui, je dis ça aux contempteurs de l'Europe, de l'Union européenne en tout cas, qui disent oui, mais 80% des lois sont imposées aux Français par l'Union européenne, qui disent qu'est-ce que c'est que ce libre-échange, qu'est-ce qui se passe avec les agriculteurs, etc. Non, l'Europe nous défend. La preuve, elle vient de créer une commission spéciale, bouclier européen de la démocratie. Oui, la démocratie est en danger et Ursula von der Leyen sera sa générale de Gaulle. A tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Voilà, l'hymne européen, bien sûr, Beethoven. Et cet hymne européen, alors, comment ça fonctionne? L'Europe, ça tourne, l'Europe. Écoutez, on peut se poser des questions. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient d'arriver. C'est que Nathalie Loiseau, députée centriste du groupe Renew Europe, a été élue présidente de la commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie. Bouclier européen de la démocratie du Parlement européen, qui sans doute avait besoin d'un bouclier, puisqu'ils étaient complètement démunis auparavant. Bonjour Virginie Geron. Bonjour. Alors Virginie Geron, expliquez-nous un peu, effectivement, est-ce que c'était quoi? L'Europe était en voie d'être occupée par des envahisseurs au goût étrange venus d'ailleurs. Ce bouclier de la démocratie. D'abord, il faudrait comprendre, à part l'histoire des élections, que effectivement ça a été avancé, ça a été proclamé, l'élection a été proclamée avant que l'élection n'ait lieu. Mais ce qui nous pose problème, c'est quoi? Ça signifie quoi? Parce que juste
un mot avant que vous me disiez, voilà, en fait, les travaux se concentreront, dit le communiqué officiel, sur l'ingérence via les plateformes en ligne et leur impact sur la démocratie, les attaques contre les infrastructures, les cyberattaques, les contenus générés par l'intelligence artificielle visant l'ingérence étrangère, ainsi que le rôle des acteurs malveillants, étatiques ou non étatiques, entre autres questions. Alors, est-ce que c'est encore la querelle des voraces contre les coriaces, je veux dire par là des Thierry Breton contre les Elon Musk? C'est la continuation par d'autres moyens? Effectivement, parce qu'en fait, ces gens-là n'acceptent pas leur bilan. Comme vous l'avez annoncé, l'Europe a un bilan qui est négatif, qui a été rapporté d'ailleurs par le rapport de Draghi, qui dit que l'Europe est en panne, l'Europe a manqué dans l'innovation, a manqué dans l'industrie. Et en fait, ça s'est traduit par des résultats électoraux, mais ça ne leur convient pas, ces résultats. Oui. Je vous rappelle qu'en 2024, à Davos, Madame von der Leyen avait précisé que dans les 2 ans à venir, puisqu'on a un calendrier électoral depuis janvier 2024, qui a été très important. On l'a vu l'année dernière, notamment avec l'arrivée de Donald Trump, et puis cette année avec les élections en Allemagne. Pourquoi? Ils ont eu peur, ils ont la trouille de perdre les élections, et donc ils s'inventent des ennemis. Ils s'inventent des ennemis avec l'histoire des ingérences. Alors, ils parlent de certaines ingérences, mais ils ne parlent pas de la leur, parce qu'on le voit très bien. D'ailleurs, on l'a renommée cette commission Soros, parce qu'elle est gentille, Madame Nathalie Loiseau, mais elle n'indique pas qu'elle est aussi membre de cette institution qui est, financée par Soros et puis par d'autres l'AEFD, je crois. L'AEFD, c'est ça, Virginie Geron. C'est ECFR, c'est European Council for Relations Foreign. Et qui est financé par Soros, qui est financé notamment par Soros. Par Georges Soros. Cette institution, donc ce think tank, où vous retrouvez d'autres aussi partenaires comme Bill et Melinda Gates. Donc vous voyez que c'est pas franchement des influenceurs européens. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ils inventent un machin pour lutter contre la perte de leur pouvoir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a vu ces résultats des élections, on a vu finalement leur perte de leur pouvoir. Je rappelle que Nathalie Loiseau siège dans ce groupe qui est 5e, bien après nous. Moi, je siège dans le 3e groupe le plus important. Et cette trouille de perdre des sièges, eh bien, ils ont trouvé aujourd'hui un ennemi. Ça s'appelle les plateformes du numérique qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. On voit bien, effectivement, que TikTok, à leur départ, on nous parlait de l'ingérence chinoise, après russe. Là, on ne sait plus, finalement, sur quel pied danser. Et puis après l'américaine avec Elon Musk et X, etc. Maintenant, c'est donc Musk qui est dans le viseur, mais alors pas parce qu'ils vendent des voitures Tesla, mais parce que il n'épouse pas les mêmes idées que ceux qui pensent être dans le camp du bien, où finalement Madame Nathalie Loiseau pense être dans ce camp-là. Parce que moi, ce qui m'a fait réagir lundi, c'est que je siège dans cette commission. Vendredi, on reçoit un email pour nous convoquer à ces élections à 18h, et on apprend le matin même par la lettre qu'elle est déjà élue. Alors c'est gentil de nous vendre du bouclier pour la démocratie, mais déjà la première des choses, c'est peut-être attendre le résultat des votes, au moins faire semblant qu'il y a un vote. Vous voulez dire que la lettre confidentielle annonçait déjà le résultat des élections avant que vous n'alliez voter, c'est ça? Ah bah oui, c'était une tribune pour Nathalie Loiseau pour expliquer finalement comment elle va présider cette commission. Donc il n'y avait pas de suspense. Donc on l'a bien vu d'ailleurs, pas de suspense non plus le soir. Et puis deuxièmement, il se targue de mettre en place un cordon sanitaire. C'est quoi un cordon sanitaire? C'est un cordon antidémocratique, non? C'est-à-dire qu'on empêche des gens comme nous, moi j'ai été élue quand même, je représente un parti qui a fait plus de 11 millions de voix aux dernières élections. Au global, notre parti Les Patriotes, on est presque à plus de 25 millions d'électeurs. Ça veut dire quoi? On respecte, il y a une certaine démocratie et pas une autre. Donc c'est du grand foutage de gueule. D'ailleurs, je le souligne et je l'ai bien mis en avant, notamment dans la constitution de cette nouvelle commission, et aussi déjà dans l'investiture factice de Madame Loiseau. Mais alors Virginie Geron, en fait, cordon sanitaire, en fait, on veut toujours essayer ici, alors que sortent aux États-Unis, et on va en parler,
toutes les révélations sur le USAID, sur un certain nombre de facteurs de corruption et de finances quand même assez hallucinantes. Et ici, on essaye de absolument, on ferme porte, on se bouche les oreilles, on se bouche les yeux. Mais est-ce qu'on peut le faire longtemps? Parce que ce qu'on apprend, par exemple, c'est deux choses assez hallucinantes. Vous savez, juste pour savoir, je voudrais savoir, parce que vous êtes là-bas, vous êtes à Bruxelles comme à Strasbourg, vous êtes dans le cœur du réacteur, comment réagit et à la fois les députés et l'entourage, les entourages, à cette cascade absolument hallucinante de révélations qui se passe outre-Atlantique côté Washington, que ce soit l'USAID, que ce soit les pactes de corruption, etc. Comment ça réagit chez vous? Alors, pour l'instant, je vous dis, ils sont dans leur tunnel. Ils ont mis en place cette commission de bouclier dit démocratique. Oui. Donc, ils ont bien conscience que ça bouge. Et d'où, effectivement, c'est cette volonté de mettre en place rapidement en marche cette commission. Et à l'intérieur, moi, je vous cite, j'ai le rapport qui a constitué cette commission. Il est écrit, accrochez-vous bien. Donc, la mission de cette commission, son but, c'est l'éducation aux médias et à l'information, au pluralisme des médias et au journalisme indépendant. Ça, c'est plutôt pas mal, mais surtout à la promotion de l'engagement civique, à l'éducation de l'esprit critique. Parce qu'en fait, leur problématique, c'est que l'information, les nouveautés qui sont liées notamment à l'accès à ces plateformes, leur échappent. Et comme ça leur échappe, ils mettent en place tous ces nouveaux outils. Et surtout, cette commission dite démocratique, elle impose des futures auditions à huis clos. Donc on est effectivement aujourd'hui dans ces scandales, et moi je suis heureuse de voir que tous les jours, c'est un show où on voit effectivement des nouveaux scandales, parce que c'est tous les jours un scandale. Il y a déjà celui-ci avec notamment la mise en place antidémocratique de cette présidente. Oui. Vous avez effectivement, on apprend que la BBC touche de l'argent de la commission, et on voit que derrière USAID aussi finance Politico. Donc on voit bien que ces influences que nous on voyait d'une certaine manière, notamment avec l'autre scandale où on voit que la commission a financé des ONG vertes pour influencer des députés. Et bien effectivement, c'est un jeu qui depuis des années fonctionne ici. On l'a vu avec le Qatargate. Moi, je vous rappelle juste Madame Goulard. Madame Goulard était candidate pour être commissaire ici au marché intérieur. Et pourquoi elle n'a pas pu accéder? Parce qu'on a eu la preuve qu'elle touchait 12 000 € par un think tank américain. Donc l'histoire des ingérences et des influences a toujours existé. Donc ce qui est bien avec ces élections, c'est qu'il y a une résistance. Il y a une résistance, c'est-à-dire ce rouleau compresseur pour aller que dans un sens, et la réaction, j'ai envie de dire, de l'élite bruxelloise qui veut garder son pouvoir, c'est quoi? Ça a été d'annuler les élections en Roumanie. Ouais. Ça a été de contester les élections en Géorgie. C'est aujourd'hui, il se pose la question, est-ce qu'en Allemagne, on ne va pas suspendre Twitter pendant les élections? Idem pour la Pologne. Oui. Il se pose la question, idem pour la Pologne. Donc, je veux dire, en fait, la réaction se fait au fur et à mesure que les scandales arrivent. Donc, il n'y a pas de stratégie, mais il y a effectivement cette volonté de cacher, parce que heureusement, vous êtes là pour en parler. Mais qui des médias mainstream qui ont pignon sur rue en parle de ces scandales? C'est ça qui est, oui, écoutez, nous, justement, on a question à tout et à Sud Radio et on le fait. Et une chose par rapport aux élections, vous avez parlé de la Roumanie, vous avez parlé de l'Allemagne, mais on a aussi les faits, ce sont les USAID, la fameuse agence USAID. Je rappelle 40 milliards de dollars de budget, très proche du CIA, très proche du Pentagone, pour l'exécution d'un certain nombre de hautes ou de basses œuvres. Eh bien, l'USAID a envoyé 111,5 millions de dollars pour soutenir les élections et l'état de droit en Géorgie peu avant les manifestations qui ont commencé en octobre. Donc on voit très très bien qu'il y a ce problème. Est-ce que franchement, du coup, est-ce qu'on ne peut pas attendre à ce que, à l'intérieur ou pas de l'Europe, de l'Union européenne, du Parlement européen, de la Commission européenne, tout cette avalanche, je dirais, comme vous dites, ce n'est pas d'hier, effectivement, ça existe depuis longtemps, mais est-ce que ça n'ébranle pas un tout petit peu l'édifice, du coup?
Ils perdent effectivement en confiance. Et même on le voit au sein des groupes politiques. Le PPE est en difficulté parce qu'effectivement il y a ces élections qui arrivent bientôt en Allemagne. Vous savez que c'est quand même l'Allemagne qui a le plus d'importance ici au Parlement européen. Donc oui, le vernis craque, ça se voit. Leur narratif prend l'eau. Et on va le voir normalement en prochaines élections. Ils sont en difficulté et d'où ces attaques, d'où cette mise, comment dire, ils se sont placés en mode bouclier. Donc ça veut dire ils se mettent en mode de défense parce qu'effectivement c'est une réalité. On le savait, c'est bien que cela sorte. Nous, notre travail, c'est de s'opposer à ce système. Nous, on siège avec mes collègues dans cette commission et on sera là pour s'opposer, pour rappeler et pour montrer ce qui se passe, même s'il y aura des réunions à huis clos, parce que pourquoi les citoyens n'ont plus confiance dans ces institutions? On l'a vu avec l'affaire Pfizer, ça a été caché encore aujourd'hui, c'est caché. Donc si ils ont un bilan, ils ont des comptes à rendre aux citoyens, et nous, notre rôle, c'est de le démontrer. Et je vous assure que oui, il y a des conférences qui se mettent en place avec d'autres partis politiques, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu aux États-Unis, cette vague est en train d'arriver ici en Europe, mais quand même, il y a des gens, comme là, j'ai entendu dire par rapport à X et Twitter, à la commission, des enquêtes sont actuelles, mais il y a quand même une évidence qu'on ne peut pas non plus se couper de tout. Donc il va y avoir une certaine résistance, vous verrez sans doute, entre différents commissaires et nous, parlementaires. Virginie, on va effectivement continuer. Nous allons suivre ça, je sais que vous continuez, nous allons suivre ça parce que effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas le huis clos en aucun cas qui ne doit dominer, mais la transparence. Exactement. Merci. Merci à vous. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous les états, parce que le président américain, vous savez, le nouveau, là, Donald Trump, vient de prononcer une phrase, mais qui nous a tous plongés dans l'horreur. Il a dit, vous savez, en fait, vous considérez, nous, qu'il y a deux sexes, un homme et une femme. Comment? Et les intersexes, et les autres, et les 300 000 catégories d'hommes, de faune, de flore, etc. Non, un homme et une femme. Un homme et une femme. Eh bien, vous allez voir qu'en France, ça continue encore et encore. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, Mylène, mais écoutez, c'est très bien et on a tout à fait la légitimité de dire je suis un garçon, je suis une fille, mais sans contrefaçon, c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a contrefaçon ou il n'y a pas contrefaçon? Marie-Augustine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes co-auteur avec Dora Muto de Transmania aux éditions Magnus, et vous étiez ancienne membre des Femen, On vous a reçu plusieurs fois à cette occasion de ce livre qui a fait beaucoup polémique, mais où vous donniez un certain nombre de choses très précises. Et pourquoi on reparle de ça? Parce que il n'y a pas si longtemps, c'était août 2023. Je raconte ça parce que c'est vraiment significatif de ce qui peut se passer dans notre douce France notamment. Donc, le docteur Victor Acharian s'était déclaré incompétent sur le cas d'un homme devenu femme, enfin en transition, déjà, il a choisi d'être femme, et il était venu en consultation avec son compagnon. Alors, le compagnon et cet homme en transition voulait être examiné par le docteur Victor Acharian, qui, je le rappelle, est gynécologue. En général, les gynécologues ne s'occupent pas spécialement de la gent masculine. Eh bien, il leur a dit, écoutez, moi je m'occupe pas de ça, il y a des spécialistes. Et ils l'ont traité, alors le compagnon, enfin le couple a traité de transphobe. Et il dit, écoutez, moi je m'occupe des vraies femmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je n'ai aucune, alors il a ajouté, je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Voilà. Un peu peut-être brut de décoffrage. Alors, association militante dépose plainte, médiatisant l'affaire. La femme en transition, donc l'homme en transition pour être femme, avait saisi l'ordre des médecins. Et, c'est pour ça que c'est intéressant, le gynécologue a été convoqué à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Bordeaux et
Et le médecin, donc, a été interdit d'exercer pendant 2 mois, dont 1 avec sursis. L'enquête pénale est toujours en cours, donc ce n'est pas fini du tout. Donc voilà, il se passe ça. Marguerite Stern, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, déjà, je voudrais revenir sur les éléments de langage que vous employez. C'est difficile de savoir exactement quel terme utiliser, un homme devenu femme, une femme trans, etc. Je voudrais préciser pour les personnes qui nous écoutent que malgré le fait qu'il existe des traitements hormonaux, des opérations chirurgicales, tout ça, ça n'est factuellement pas possible pour un homme de devenir une femme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer ses chromosomes, il y a plein d'autres différences biologiques en termes de taux d'hémoglobine dans le sang, d'ossature, de musculature, etc., qui même avec un traitement hormonal ne changeront pas. Pareil pour les opérations dites de réassignation sexuelle. Ce sont des messieurs qui se font couper le pénis pour se faire creuser un orifice dans l'entrejambe. Ça n'est pas réellement un vagin. Un vagin, c'est pas juste un trou, une plaie béante qui ne cesse de essayer de se refermer parce que le corps comprend que c'est une cicatrice, une plaie, et donc il faut la refermer. Voilà. Le sexe d'une femme, c'est pas ça. Et donc, en ce sens-là, moi, je comprends totalement ce gynécologue qui s'est déclaré incompétent. D'ailleurs, c'est autorisé par la loi, que certains médecins puissent se déclarer incompétents pour soigner un problème de santé. Il a tout à fait légalement le droit. Il a légalement le droit, et puis en plus de ça, c'est plutôt bien en termes de, en termes d'éthique. Et puis sinon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai une pneumonie, je vais voir un cardiologue et je le somme de, s'occuper de mes poumons alors qu'il s'occupe du cœur. C'est bientôt, on va aller voir des gynécologues et les sommer de s'occuper de cancer de la prostate. Faut arrêter. Donc déjà, pour moi, juste, on est dans un délire, premier degré. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent se disent c'est juste un délire. Mais à un niveau un peu plus grave, moi, quand j'ai vu ça, je me suis surtout dit, c'est vraiment la preuve qu'en France, nos institutions sont en train d'être totalement infiltrées par l'idéologie trans. Alors, on l'a déjà vu à l'échelle mondiale, que des institutions comme l'ONU ou comme l'OMS faisaient la promotion de l'idéologie trans. On a vu aussi en France avec la HAS, la Haute Autorité de Santé. Il y a un article dans le Figaro par Paul Sugy qui est paru en décembre de l'année dernière, en décembre 2024, qui disait que la HAS, comme on le sait, est en train de préparer des recommandations pour les protocoles de santé trans. Et donc la HAS va apparemment préconiser de déchoir de l'autorité parentale les parents qui s'opposent à la transition de leurs enfants, de désormais rendre légal le fait que pour un mineur de plus de 16 ans, il puisse avoir accès à l'opération dite de réassignation sexuelle, ce qui pour l'instant... Y compris chirurgicale, etc. Enfin tout. L'opération du sexe, ce qui pour l'instant n'est pas prévu par la loi française. Donc voilà. Donc la HAS est complètement infiltrée par cette idéologie. Et puis là, l'Ordre des médecins, en tous les cas de Bordeaux, est aussi complètement infiltré par cette idéologie. Donc voilà, cette idéologie pénètre quand même les plus hautes sphères. C'est inquiétant. Oui, en tout cas, c'est pour le moins préoccupant, et voir que effectivement ce médecin a été sanctionné. Alors, on n'est pas encore en Amérique, où vous savez qu'il y a eu une histoire qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière aussi. C'était une mère dont l'enfant se considérait comme un chat. Et vous savez que la mère, mais ça c'est une authentique, on a vérifié, la mère est allée chez le vétérinaire, elle a dit soignez mon enfant, il dit attendez, moi je soigne les animaux. Ah ouais, mais si et c'est ça, je voulais vous faire agir, parce que oui, mais lui se considère comme un chat, donc il a le droit de se considérer comme un chat, c'est légitime, et vous avez le devoir de le soigner. Le problème, qui est un problème, je crois, mondial, ou en tous les cas, moi, pour ce que j'observe en France, c'est qu'à cause des dérives de l'extrême gauche qui brandit en permanence le ressenti comme argument politique vraiment au-dessus de tout, on est dans une société qui commence à échapper totalement au réel. On est face à des gens qui perdent prise face au réel. Le ressenti, c'est pas un argument. Alors moi, je peux entendre que n'importe quelle personne se ressente cela. J'entends la souffrance. Mais c'est pas le réel. Mais c'est pas le réel. Ouais. Voilà, et donc on peut pas, je sais pas comment dire, former une communauté, s'entendre en tant que peuple, si on ne se met pas d'accord sur des bases communes, des bases qui doivent relever de la raison, d'arguments, de choses qui sont facilement mesurables, quantifiables, observables.
Voilà, et donc le ressenti n'en fait pas partie. Et ce qui est extraordinaire, c'est ça. Mais ce qui est vraiment qui pose problème, je dirais presque étonnement, c'est la facilité avec laquelle, quand même, parce que ça fait quelques années, mais enfin, c'est pas à l'échelle historique, ce n'est rien. Comment ça a pris? Comment vous expliquez que ça a pris comme un feu de forêt, comme une espèce d'incendie face à lequel Los Angeles, c'est rien? Cette espèce d'extraordinaire embrasement, quand même si ça n'a pas pris le pays, heureusement. Mais... Comment ça a pris? C'est une longue histoire, en réalité. C'est difficile de vous faire une réponse, là, en 30 secondes. C'est quelque chose qu'on explique en longueur dans notre livre Transmania avec Dora Muto. En réalité, les petits militants trans que vous voyez, là, lors des manifs en France, c'est évidemment pas eux qui propagent cette idéologie le plus. La réalité, c'est que le mouvement trans, c'est pas un petit mouvement de petites personnes comme ça. C'est un mouvement très très organisé à l'échelle internationale, avec des financements énormes, avec des personnes comme Martine Rothblatt, Jennifer Pritzker, les héritiers Disney, les héritiers des hôtels Hyatt, qui poussent cette idéologie fait. Oui, il y a de très grosses fortunes derrière, il faut le rappeler. Voilà, et donc on met de l'argent au service d'une certaine forme de propagande dans toutes les sphères de la société, dans la sphère médicale, dans la sphère de l'éducation, dans la législation. On crée des lobbies, en fait, pour pousser cette idéologie dans toutes les sphères de la société, dans les entreprises, où chez Google, par exemple, vous êtes obligé d'afficher vos prénoms maintenant en signature d'email. Ça se propage partout de cette façon-là. Et en fait, on le voit très bien, et encore une fois, c'est ce qui s'est passé avec ce gynécologue, le docteur Acharian à Bordeaux, et puis ce que fait la Haute Autorité de Santé. Bon, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut toujours en parler, de dire, écoutez, voilà ce qui se passe. Alors, juste un mot pour terminer, vous croyez que le fait que quand même, en tout cas le pouvoir actuel aux États-Unis, visiblement à toutes les échelles, est en train de se battre très fort, puisqu'ils ont décidé, vous avez vu, de ne plus accorder $1 $1 aux universités qui, effectivement, prônent le transgenrisme et tout ce qui est... en tout cas, de ne plus financer au niveau fédéral, disons, de ce point de vue-là. Vous pensez que... On dit toujours que la France suit l'Amérique quelques années après. Vous allez avoir un retour de balancier, ou en tout cas en France, ou pas? Oui, c'est ce que je pense aussi, qu'il y a toujours une sorte de décalage, on copie un peu, puis il y a une sorte de décalage entre 5-10 ans, je dirais, mais pour l'instant, la France est vraiment sur une pente ascendante, on l'observe dans plein de domaines différents, et moi j'ai quand même peur qu'il y ait une sorte de phénomène de réaction, en fait, et que toute la sphère de l'extrême gauche en France se dise... puisque le mouvement anti-trans, comme ils disent, alors qu'on n'est pas du tout contre les personnes trans, contre une idéologie. Voilà, si ce mouvement-là est si fort aux États-Unis, alors il faut se battre encore plus en France. Et j'ai peur qu'il y ait une sorte de regain d'énergie. Donc oui, il faut continuer à se battre. Bien sûr, toujours. Ouais. En tout cas, merci Marguerite Stern. Je rappelle, et vraiment je le recommande, on l'avait déjà fait. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez Transmania, qui est paru aux éditions Manus. Et qui a été fait par Marguerite Stern, écrit par Marguerite Stern et Dora Muto. Et franchement, soyons très vigilants là-dessus, parce que quand même, à un moment donné, comme on dit de façon très vulgaire, faut pas charrier. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, écoutez, passons aux choses sérieuses. C'est vrai, on a parlé de l'Europe, on a parlé des problèmes du genre et de la transmania. Et bien maintenant, on va parler du vrai problème qui occupe la France. Du vrai problème qui est le problème numéro 1. Vous en conviendrez avec moi, auditeur de Sud Radio et de résistant du Sud Radio. Le vrai problème de la France, il vient d'exposer sur BFM TV. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Il y a des yaourts, il y a des yaourts à tout. Il y a des yaya, il y a des yaourts, il y a des yaourts à tout. Il y a des yaourts à tout. Excusez-moi, je viens de manger ce pot de yaourt. Qu'est-ce que c'était bon ce yaourt? Mais ça va beaucoup plus loin. Je vous dis que c'est un problème fondamental. Écoutez, sur BFM TV, c'était en tête des informations et vraiment... Ça, c'est la vraie hiérarchie de l'information. Ça, c'est du journalisme comme on l'aime. Écoutez. Mais avant ça, le dossier du 20h BFM avec un produit présent dans quasiment tous les frigos français. Quasiment 8 Français sur 10 disent manger des yaourts.
Mais combien savent précisément quoi faire de ce pot de yaourt? Ensuite, dans quel bac le jeter? Eh bien, vous allez voir que visiblement, la réponse n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a une grande campagne d'information qui va être lancée. On en parle avec vous, Gauthier Massy. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste français du pot de yaourt et de son recyclage. En tout cas, de la conception de l'emballage, faire en sorte de limiter les impacts environnementaux. Alors, il y a un mystère autour du pot de yaourt. On hésite, on tremble devant la poubelle? Alors, c'est effectivement étonnant, mais comme tous les emballages, les pots de yaourt, et quel que soit le matériau, se trient et se mettent bien dans le bac jaune. Bon, c'est vraiment un message simple. Donc ce soir, la réponse à cette question est une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on fait du pot de yaourt après l'avoir mangé? Alors effectivement, comme encore une fois, tous les emballages, le tri du pot de yaourt, c'est systématique. Il faut mettre son pot de yaourt vide dans le bac jaune, comme tous les emballages. Sauf que grand débat. Ah oui, Elsa? Mais l'opercule aussi? Alors l'opercule aussi, effectivement, la campagne va jusqu'à ce niveau de détail et faire en sorte de bien séparer l'opercule, mais mettre le pot et son opercule sans laver le pot de yaourt, parce que quelquefois, il peut y avoir ce type d'interrogation. Ah, écoutez, franchement, alors là, ça m'a pratiquement changé la vie. Le sujet numéro 1 du 20h. Voilà ce qui s'appelle véritablement de la sélection. Alors c'est quoi? Eh bien, nous avons eu formidable BFM. Moi, vous savez, ça fait exactement 3 ans que j'essaye d'avoir ici à Sud Radio le spécialiste français du pot de yaourt. Je n'arrive pas à l'avoir. J'ai tout fait, j'ai appelé des secrétaires, j'ai appelé l'UNESCO, j'ai appelé tout le monde. Où il est, le spécialiste français des pots de yaourt? Eh bien, ils l'ont eu. Et moi, je tremble devant la poubelle. C'est vrai, quand je finis mon yaourt, je me dis, je le mets dans la pièce jaune, la pièce pleine, la pièce noire. Qu'est-ce que je fais? Je tremble. Eh bien, voilà. Eh bien, ils m'ont dit, voilà. Maintenant, je vous assure, je suis rassuré. Et je sais comment faire pour l'opercule. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le pot, il y a l'opercule. Qu'est-ce qu'on fait avec l'opercule? C'est un vrai problème. Il faut calculer l'opercule. Il faut vraiment congratuler l'opercule. Donc voilà. Ça s'appelle de l'information. On est content. Bon, le chômage, le budget 2025, les histoires, les SDF, l'immigration, l'incivilité. Oui, on en parle, d'accord. Mais le pot de yaourt, ça, c'est la priorité. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne comprends vraiment pas. Il y a... Qu'est-ce qui lui arrive à Hervé Lebras? Un excellent démographe, historien, qui a écrit des très bons livres, et puis là, on l'interroge, évidemment. Vous savez, c'était Jacques Prévert qui disait qu'il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Et là, évidemment, il se dit, on peut parler de tout, c'est normal, on l'interroge. Alors on l'interroge au micro de France Inter, 31 janvier, le démographe Hervé Lebras. On lui fait parler de Mayotte. Que pense-t-il de la situation de Mayotte? Écoutez. Je pense sur la question de Mayotte moi la seule solution, je suis obligé de vous le dire, c'est la solution que recommande d'ailleurs l'ONU. Il y a eu 18 vote à l'ONU sur ce sujet, c'est que Mayotte rejoigne les Comores. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on va faire des Mayotiens ou des Mahorais? On leur donnera, comme ont fait les Anglais en Tanzanie et puis au Kenya, on leur donnera le droit de revenir en France, comme s'ils l'estiment, de choisir. Mais enfin, ces gens à Mayotte, ceux qui sont non pas des immigrés sans papier, mais qui sont de Mayotte, c'est des Comoriens. Ben voilà. C'est des Comoriens. Ah bon, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on nous raconte de ce qui se passe de dramatique depuis des mois, voire des années à Mayotte, parce que c'est un territoire français, les Comores ne le sont pas, l'extraordinaire migration des Comoriens à Mayotte, c'est intéressant, parce que vous voyez, avec les anthropologues, démographes, historiens, comme Hervé Lebras, c'est très simple. Il y a 40 sur l'indépendance à Mayotte, et puis après, tous sont des Comoriens. Et puis, on va les accepter, hein, ça c'est pas un problème. Et puis ils se débrouillent, et puis chacun se débrouille, et voilà. C'est intéressant parce que voilà comment on règle des problèmes quand on est un vrai intellectuel. Hein. Ça se passe où? À 100 000 pieds au-dessus de la Terre. Ça se passe sur la planète Mars, mais ça ne fait rien. On a ces solutions, on le dit. Et sur autre chose, qui est le racisme anti-blanc. Ça n'existe pas, dit l'anthropologue, démographe et historien
Écoutez Hervé Lebras. Il n'y a pas de racisme anti-blanc. C'est d'ailleurs, beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, on ne voit pas de mesures discriminatoires envers les Blancs. Et c'est aussi, je le dis dans le livre, c'est une contradiction dans les termes. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites le mot blanc, vous êtes dans les races. Donc vous dites il n'y a pas de racisme et vous citez une race. Donc par exemple, quand on est antiraciste en général. On ne dit pas qu'il y a telle ou telle race qu'on va privilégier. Donc il n'y a pas un antiracisme des antiracistes, comme certains le disent. C'est pas un antiracisme. Il peut y avoir un rejet. Ceci dit, il peut y avoir, je dirais, chez les antiracistes, il peut y avoir effectivement un racisme, mais un racisme général. De dire c'est le racisme anti-blanc, ça n'a pas de sens. C'est une contradiction dans les termes. Magnifique, magnifique. Le gloubi-boulga de la personne qui sait qu'il y a un problème, mais qui ne veut pas dire non, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Bien sûr qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, bien sûr. Quand la Nice de la Star Academy a été traitée de sale blanche de merde sur les réseaux sociaux après sa victoire, quand les agresseurs de balles de Crépole, avant d'assassiner Thomas Berotto, ont été entendus par énormément de gens dire on est là pour tuer du blanc, il n'y a pas un entrepreneur portugais s'est fait menacer de mort par un type sale blanc, tu ne feras pas le chantier, on va te tuer, on va tout cramer. Et quand Nick Conrad disait pendez les blancs, tuez les bébés blancs, mais non, c'est pas du racisme, ça, c'est du rap, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, et puis une habitante de Vénissieux qui dit les salles blanches, par exemple, c'est monnaie courante, etc., etc., etc. Enfin, tout ça quand même est intéressant, mais pire que ça. Et c'est là où quand même il y a un problème avec un certain nombre d'universitaires propres sur eux et bien sous tout rapport en principe. C'est que quand par exemple, et on le voit sur les écrans de télévision, les radios, quand un certain nombre de gens viennent nous dire la France pratique un racisme systémique envers les Noirs ou les Nord-Africains, etc. et autres. Un racisme systémique. Et en même temps, alors là, on n'entend plus les Hervé Lebras. On n'entend plus. Non, il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais quand quelqu'un qui dit que la France est raciste, mais non, elle n'est pas... Il dit, et d'ailleurs, qu'est-ce que dit Hervé Lebras? Mais non, on est raciste, on n'est pas raciste. En général, ça veut dire, si on est antiraciste, on est antiraciste sur tout le monde. Eh ben non, cher Hervé Lebras. Et puis tous les autres. Il y a justement 2 poids 2 mesures. On accepte de traiter de sales... blancs, systémiques d'ailleurs, effectivement, qui sont capables de tout. Ça, c'est très bien, hein, patriarcat, colonisateur, raciste et compagnie. Mais quand c'est le contraire, ah non, c'est la France qui est raciste, systémique, simplement. Voilà comment on arrive à ce qu'un certain nombre d'intellectuels pourraient vraiment réfléchir avant de partir comme ça. Sur tous les sens. André Berkoff, dans un instant sur Sud Radio, dans la culture, dans tous ses états, eh bien nous allons rendre hommage à Pierre Dac, le maître de l'absurde, le roi du calembour, dont on célébrera dimanche le 50e anniversaire de sa mort. Et Jacques Pessis, qui est son légataire universel et son biographe, sera notre invité. Vous le connaissez très bien, chers auditeurs. Jacques Pessis, qui anime donc les clés d'une vie sur Sud Radio du lundi au jeudi à 21h sur Sud Radio. Il va tout nous raconter sur ce génie de l'absurde, dont l'esprit loufoque et subversif reste plus jamais que vivant.